Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Isolde Sicard, Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Louis Drillon et Aliette Ovine. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Ludovic Auger. Entendez-vous l'écho? Tiffaine de Rocchini. L'actualité écho décryptée par des acteurs et des chercheurs, c'est tous les vendredis à 14h dans Entendez-vous l'écho sur France Culture. Aujourd'hui, à la veille de l'acte 4 de la mobilisation des Gilets jaunes, la lutte contre les inégalités passera-t-elle par une réforme de la fiscalité ? Sur les pancartes brandies par les Gilets jaunes et dans la bouche des manifestants, les mots justice fiscale reviennent désormais comme un mantra. Si la hausse des prix du carburant a joué le rôle de déclencheur de la mobilisation, c'est bien le système fiscal français et le creusement des inégalités qui sont aujourd'hui pointés du doigt. Retour de l'impôt sur la fortune, augmentation du SMIC, taxation des hauts revenus. Voici quelques-unes des revendications qui émergent. Face à une colère qui ne retombe pas, quelles solutions s'offrent à nous pour réduire les inégalités et tenter, rêvons un peu, de refaire société? Nous allons tenter de répondre à cette question avec nos deux invités. À 14h45, on retrouvera la bibliothèque idéale de l'écho. Aujourd'hui, Laurence Boone, l'ancienne conseillère économique de François Hollande, nous parlera de l'ouvrage de Luc Van Mindelaar, Quand l'Europe improvise. Deux invités autour de la table donc. Bonjour Lucas Chancel. Bonjour. Vous êtes co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales à l'École d'économie de Paris, enseignant à Sciences Po Paris et auteur de Insoutenable inégalité pour une justice sociale et environnementale, paru aux éditions Les Petits Matins. À vos côtés, Hélène Périvier, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques de Sciences Po. Le peuple n'est pas content et le peuple n'en peut plus et le peuple souffre. Bientôt, on pourra plus se nourrir. On espère que là-haut, ils vont enfin bouger et puis qu'on ne sera pas obligé d'aller plus loin. Le peuple en a marre. On a beaucoup de jeunes aussi parce qu'on s'en sort plus. On a des petits salaires et on travaille comme des forcenés. Et à un moment donné, c'est stop. On vit plus, on fait de la survie en ce moment. Voilà. On est là pour dire qu'il y en a marre et c'est le peuple qui le dit, c'est le peuple qui se lève et on veut faire plier l'État pour qu'ils comprennent, qu'ils se mettent un peu à notre place et qu'ils essayent de comprendre qu'on est en galère. Voilà. Et la deuxième journée, c'est pas la dernière, il y en aura d'autres. Demain, c'est le routier qui bloque, après ça va être d'autres personnes et on va continuer à bloquer jusqu'à ce qu'on ait gain de cause, qu'on nous écoute enfin. Il y en a marre qu'on ne soit pas écouté. Le peuple a besoin de ça. Voilà plusieurs témoignages de Gilets jaunes rassemblés par notre réalisatrice Elisabeth Miro. Alors on va faire un premier tour de table. D'abord, quel regard portez-vous l'un et l'autre sur cette analyse selon laquelle c'est le creusement, voire l'explosion des inégalités qui explique la colère à laquelle on assiste aujourd'hui, Lucas Chancel? Alors il y a une hausse des inégalités généralisée dans la plus grande partie des pays du monde. Cela dit, l'Europe, et en particulier la France, résiste relativement parlant mieux que d'autres pays comme les pays anglo-saxons, les États-Unis, où vraiment il y a une explosion. En France, ce qu'on voit, ce qu'on observe quand on regarde les différentes sources de données disponibles, quand on combine à la fois les données d'enquête qui informent bien sur les données en bas de la pyramide sociale et les données fiscales qui informent bien sur l'évolution ou la potentielle explosion des données, des revenus et des patrimoines en haut de la distribution de la pyramide sociale, on voit une légère augmentation des inégalités de revenus depuis 30 ans. La part du revenu national capté par les 10% les plus riches passe de 30 à 32%. C'est une augmentation mais qui est beaucoup moins forte que celle observée aux États-Unis. Cela dit, le revenu après impôt, donc le revenu disponible des ménages, lui, stagne. La part du revenu capté par les 10% les plus aisés est stable dans le temps. Donc il n'y a pas d'augmentation des inégalités selon cet indicateur-là. Cela dit, il faut regarder ensuite une autre dimension qui est l'augmentation des dépenses contraintes des ménages. Et ces dépenses contraintes-là augmentent. Sur 30-40 ans, elles passent de 20 à 30%. Elles atteignent même chez les ménages les plus pauvres 60% aujourd'hui. Donc c'est aussi ces dépenses-là qui font le ressenti qu'on observe et qu'on entend là aujourd'hui dans ces témoignages qu'on vient d'avoir à la radio. Et en plus de ça, il faut parler des modifications récentes du système fiscal dont on va reparler dans cette émission. Donc une augmentation des inégalités, Hélène Périvier, mais pas une explosion non plus, et donc ce ne serait pas suffisant pour expliquer cette colère à laquelle on assiste. Oui, alors disons c'est vrai qu'en Europe et en France en particulier, on arrive à contenir le niveau des inégalités du fait d'un État social qui redistribue une grande partie des richesses. Donc il y a un premier niveau d'inégalité sur les revenus primaires qui là questionne beaucoup l'idée de accéder ou pas au marché du travail. Quand on n'a pas de travail, qu'on n'a pas de revenus, on a des revenus primaires très faibles, et puis il y a des gens qui travaillent à temps plein, etc. Et puis ensuite on a l'État social qui opère une redistribution fiscale et sociale qui joue un rôle très important et qui permet de contenir les inégalités de revenus ou de niveau de vie. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que notre système fonctionne plutôt bien dans sa capacité à contenir. Ensuite, il faut distinguer les inégalités de revenus des inégalités de patrimoine qui ne sont pas exactement la même chose. Et là, on voit cette fois-ci une dynamique qui n'est pas exactement celle-ci. Donc là, du point de vue de la détention du patrimoine, notamment du fait des bulles immobilières, de la valorisation du patrimoine immobilier, mais pas seulement, aussi la question des actifs financiers immobiliers dont on reparlera tout à l'heure. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut accroître la perception qu'ont certaines personnes que c'est moins dur pour d'autres que pour eux. Et donc, c'est vrai que là, on a un vrai problème. Si on veut prendre un peu de champ historique par rapport à ces inégalités, vos travaux, Lucas Chancel, ainsi que ceux de Thomas Piketty, ont montré que dans les pays industrialisés, les inégalités étaient très fortes au XIXe siècle, puis elles se seraient fortement réduites avec les guerres et les crises, donc entre 1914
1974 jusqu'au début de 1980, avant de repartir ensuite à la hausse. Ouais, le XXe siècle et la deuxième partie du XXe siècle, la nouveauté en Europe, c'est l'émergence de cette fameuse classe moyenne patrimoniale qui n'existait pas avant, qui existe aujourd'hui, mais qui est sous tension, sous contrainte, puisque ce qu'on observe, et c'est vraiment en lien avec ce qui vient d'être dit, il y a une explosion pour le coup sur le patrimoine, il y a une très forte croissance des plus hauts patrimoines en France, contrairement à cette idée ou ce mythe de fuite des hauts patrimoines, des hauts revenus. S'il y avait vraiment une fuite, on n'observerait pas dans les données des taux de croissance des patrimoines aussi élevés au sommet de la distribution. Donc juste un chiffre ici, depuis 1990, le patrimoine des plus hautes fortunes, des 1% les plus aisés, augmente de plus de 100%, 180%. Le patrimoine de la petite classe moyenne ou même des classes populaires, qui en fait très peu ou presque pas de patrimoine, c'est essentiellement du livret A pour les classes populaires, augmente lui, donc c'est pour les 50% les plus pauvres au niveau de patrimoine en France, augmente lui de 23%. Donc vous avez une augmentation qui est 8 fois plus rapide d'un côté que de l'autre. Alors c'est peut-être entre les générations que les écarts les plus forts se sont creusés. Ce qu'on observe, Hélène Périvier, c'est que le revenu des plus jeunes stagne, tandis que celui des plus de 65 ans augmente. Oui, alors, c'est important de souligner que dans la question des inégalités économiques, il y a plusieurs dimensions. La question des générations, il y a aussi la question femmes-hommes, qu'on oublie très souvent. Les inégalités de revenus et de patrimoine. Et vous travaillez beaucoup sur les questions de genre. Aujourd'hui, on le sait aussi, sont extrêmement importantes. Et donc, ça fait partie aussi de ces inégalités. D'ailleurs, quand on regarde les inégalités de revenus, de salaire, elles sont beaucoup plus contenues entre femmes qu'au sein de la population homme. Donc là, on voit qu'il y a vraiment une question aussi à la fois de classe sociale, mais à la fois aussi de sexe, qui est très importante à prendre en compte. Sur la question des générations, d'abord, il faut quand même bien voir que sur le cycle de vie, une partie des gens ont tendance à s'enrichir. Donc c'est pas anormal qu'on constate qu'au terme de sa carrière, on est plus riche que quand c'est au début. Ça semble pas illogique. Ce qui est très problématique dans la question des inégalités générationnelles, c'est qu'encore une fois, on la croise avec la question des classes sociales. C'est que ce qui est profondément injuste, c'est de savoir que quand on a des parents pauvres, on va finir pauvre et qu'on n'a pas de destin d'émancipation possible. Donc là, dans la question générationnelle, il y a vraiment cette question de la possibilité de s'émanciper, de s'enrichir, d'améliorer son niveau de vie, qui n'est peut-être pas à la hauteur des attentes. Si on regarde un peu plus dans le détail, en France, selon l'INSEE, l'écart de niveau de vie s'est réduit entre les 30% des Français les plus modestes et la médiane. Sur ce point, on peut dire que les inégalités se sont réduites. Et est-ce qu'on peut dire que les classes moyennes se sentent du coup les laissées pour compte de la solidarité publique, puisque cette réduction des inégalités, elle est peut-être liée plutôt au déclassement des classes moyennes plutôt qu'à un enrichissement des plus pauvres, Lucas Chancel? Je pense qu'il y a aussi vraiment une question de lisibilité et d'accès aux services publics. Et c'est aussi une bonne partie de la question. Il y a la question financement, qui finance l'État social et qui bénéficie de cet État social. Et il est vrai que les inégalités éducatives restent fortes en France, les inégalités territoriales demeurent importantes. Et quand on voit qui contribue à l'impôt aujourd'hui, si on regarde en valeur totale du revenu avant impôt versé pour l'impôt, vous avez une structure qui est quand même assez paradoxale et qui n'est pas progressive, ce qui est quand même censé être la promesse de la modernité politique, de la modernité économique, c'est qu'on contribue à l'impôt en fonction de ses moyens. Et là, vous avez une courbe qui n'est pas la courbe de la progressivité, c'est-à-dire que les plus modestes en France, ils mettent à peu près 48% de leurs revenus en impôts. Et tout impôt confondu, taxes sur la consommation, cotisations sociales et impôts sur le revenu pour ceux qui en payent. Les classes moyennes, ça monte à 52%. Et ensuite, ce taux-là va redescendre, notamment du fait des réformes fiscales du gouvernement actuel, va redescendre à 47%, 48%. Donc là, vous avez des classes moyennes qui, oui, contribuent davantage que les classes les plus aisées, alors que leur revenu est plus faible, et qui peuvent aussi, une partie de ces classes moyennes-là, se poser la question, effectivement, de l'équité face aux services publics qui sont proposés dans différents territoires. Il y a des revendications importantes de la part des classes moyennes aujourd'hui dans ce mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que l'un des reproches qui peut être fait au gouvernement et au gouvernement précédent également, c'est peut-être de s'être concentré sur la lutte contre l'extrême pauvreté et pas assez sur ce rétablissement de l'équité vis-à-vis des classes moyennes? Hélène Périvier. Alors d'abord, si on regarde, il y a une étude faite par mes collègues de l'EFSE qui a été publiée dans Portrait social de l'INSEE. Alors j'ai tweeté un tableau qui vient de cette étude, qui a regardé ce qui s'était passé entre 2008 et 2016, donc avant les toutes dernières réformes qui ont été prises en compte, c'est-à-dire la partie dite d'austérité budgétaire pendant le quinquennat d'Hollande, qui visait à revoir les comptes publics. Ce qui a été, donc il y a eu une perte de niveau de vie entre ces deux dates pour les ménages en moyenne, de 500 €, mais surtout, ce qui est intéressant de regarder, c'est que ce qui a été fait, c'est que la perte est beaucoup plus importante pour les hauts revenus. Pourquoi ? Parce que sous ce quinquennat-là, c'est vrai qu'on a accru l'imposition, mais on l'a fait par le biais, par exemple, de la contribution exceptionnelle à l'impôt sur le revenu des hauts revenus, en ajoutant d'abord une tranche supplémentaire, un taux marginal plus important en haut du barème, en ajoutant une tranche à 3% puis 4% de contribution exceptionnelle. Puis il y a quand même eu aussi des choses un peu techniques, mais qui montrent qu'il y a quand même eu des gestes sur les classes moyennes et le bas de la distribution des revenus. Par exemple, la réduction d'impôts sous conditions de ressources. Tout ça, c'est des choses qui se sont pas trop vues, mais qui font qu'en fait, bon an mal an, ce qui a été fait pendant ce quinquennat-là est certes un accroissement de la pression fiscale, mais
davantage porter sur le haut de la distribution des revenus. Donc ce sentiment-là, moi je mitigerais un petit peu cette idée que les classes moyennes ont été délaissées. Maintenant qu'on mette l'accent aussi sur les catégories les plus pauvres et les plus en difficulté, c'est aussi bien légitime, mais ce qui importe aussi, c'est de ne pas laisser ce milieu dans lequel on voit cette contestation monter, qui a l'impression qu'ils sont les laissés pour compte des politiques qui sont menées actuellement. Et puis ces inégalités, elles pourraient continuer à se creuser. En octobre dernier, l'Institut des politiques publiques a chiffré l'impact des mesures budgétaires pour l'année 2018-2019. Les 20% les plus pauvres enregistreront une légère perte de revenus disponibles, tandis que les 1% les plus riches gagneront jusqu'à 6% de pouvoir d'achat. Donc c'est aussi cette perspective d'accroissement d'inégalités qui explique aujourd'hui la grogne. Et ça, c'est directement l'effet ISF, c'est l'effet suppression de l'ISF pour à peu près 3,5 milliards d'euros. Cette suppression-là, ce gain-là est essentiellement concentré au sein des 1% les plus aisés. Donc effectivement, cette étude de l'Institut des politiques publiques montrait que les 1% les plus riches avaient un gain de 6%. Entre 2018 et 2019. Et par contre, oui, les plus modestes sont perdants nets de ces réformes fiscales. Pourquoi ? Eh bien, il y a des bénéfices, notamment baisse de certaines cotisations sociales, mais il y a des impôts supplémentaires, comme les taxes sur la consommation, sur le tabac et aussi sur le carbone, qui ne sont pas compensées comme elles pourraient l'être, comme elles le sont dans d'autres pays, mais en France, il n'y a pas de compensation suffisante. Et donc oui, il y a cette perte nette qui nous permet évidemment de comprendre une partie de ce mouvement social auquel la France fait face aujourd'hui. On l'a dit, la colère des Gilets jaunes semble dominée par ce sentiment d'injustice fiscale. Alors qu'est-ce qu'il en est dans les faits ? Selon le sociologue Alexis Spire, la pression fiscale est la même pour tous, mais elle est ressentie plus durement par les petits salaires et dans les zones où les services publics disparaissent. Hélène Bérivier, le problème, c'est que beaucoup de gens ne ressentent plus la contrepartie de l'impôt. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est rarement pris en compte dans l'évaluation des effets redistributifs des mesures des politiques publiques. Souvent, on arrive bien à mesurer l'effet d'une politique fiscale ou d'une politique sociale sur les différents déciles de revenus de la population. Par contre, on a beaucoup de mal à mesurer l'impact des baisses de dépenses publiques. Or, elles sont pas du tout linéaires sur cette distribution des revenus. Quand on est plus pauvre, on est beaucoup plus affecté par la fermeture d'une clinique ou d'une maternité, par une classe qui ferme dans une école, par de moindre accès aux soins, etc. Donc, de ce point de vue-là, on le mesure assez mal, mais il est très clair que la baisse des dépenses publiques a un effet anti-redistributif qui accroît ce sentiment que des personnes dans des situations difficiles ont l'impression qu'elles payent et qu'elles reçoivent pas grand-chose. Et puis tout dépend peut-être aussi de la conception que l'on a de l'impôt, si on le voit comme un devoir civique constitutif de la solidarité nationale ou si on le voit comme un paiement contre un service. Est-ce que le problème, ce n'est pas que justement c'est finalement cette deuxième conception qui a fini par s'imposer, Lucas Chancel? Alors ce que montrent les travaux et le dernier excellent livre d'Alexis Spire, donc Résistance à l'impôt, attachement à l'État, c'est qu'il y a un attachement au service public, mais il y a des résistances à l'impôt différenciées selon les classes de revenus, avec les plus aisés qui en fait arrivent à s'accommoder de l'impôt, notamment grâce à toutes ces niches fiscales, à toutes ces pratiques possibles de défiscalisation. Donc il y a des exemples extrêmement intéressants dans cet essai où on voit que des personnes très aisées vont déclarer 30 000 euros, 40 000 euros de frais de transport qui correspond pas forcément à la réalité, mais qui permettent de réduire d'autant le revenu fiscal imposable et de réduire ses impôts. Et donc toutes ces pratiques de défiscalisation font qu'en fait on arrive, bon an mal an, à s'accommoder de l'impôt chez les classes les plus aisées. Par contre, chez les classes populaires, il y a une difficulté déjà, certaines ne peuvent pas utiliser toute une partie des possibilités de la défiscalisation, puisque quand on n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu, on est obligé de payer les impôts sur la consommation, la TVA, etc. Mais on peut pas défiscaliser comme d'autres peuvent le faire en haut de la pyramide sociale. Et donc le sentiment vis-à-vis de cet impôt est plus compliqué, difficile chez les classes populaires, chez une partie des classes moyennes, notamment pour cette raison-là. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en France comme ailleurs, la fonction sociale de l'impôt est devenue de plus en plus évanescente au profit d'une fonction essentiellement budgétaire? C'est ce que dit le professeur de droit public Michel Bouvier. Hélène Bérivier. Alors c'est sûr que, d'abord il faut quand même voir que l'impact de la crise économique qu'a connu le monde, et en particulier l'Europe en 2008, a mis les dettes publiques et les déficits publics sous pression, et donc il y a eu des contraintes très fortes d'ajustement budgétaire. Peut-être les décisions qui ont été prises n'étaient peut-être pas les bonnes, peut-être pas les plus efficaces non plus, et c'est vrai que de ce point de vue-là, le regard qu'on a, en tout cas les arbitrages politiques qui sont faits en matière fiscale ne sont pas politiques au sens noble du terme, c'est-à-dire quelle est notre boussole, quelle société voulons-nous construire, quel niveau d'inégalité acceptons-nous, donc ça c'est des vraies questions politiques et démocratiques, mais beaucoup plus sur comment je peux récupérer 2 milliards ici, 1 demi-milliard ici, de sorte à pouvoir rentrer dans les clous de ces contraintes, dont je ne dis pas qu'elles sont illégitimes, mais dont je dis que ça ne doit pas être la première motivation dans des réformes, qu'elles soient sociales, fiscales ou budgétaires. Et puis le problème, c'est que ce creusement des inégalités
inégalités minent aujourd'hui la cohésion sociale, aggravent les fractures. Dans son ouvrage No Society, paru cette année, le géographe Christophe Guilly cherche à montrer que le lien social, même s'il a toujours été conflictuel, tend à se rompre. Donc il y a à la fois cette rupture du lien social et peut-être ce sentiment que l'impôt est mal utilisé et qui explique qu'Édouard Philippe, par exemple, a annoncé une grande concertation dans les 3 mois à venir en France sur la question fiscale. En fait, cette concertation et finalement cette évaluation de la politique fiscale, Bruno Le Maire l'a en fait déjà annoncé en 2017. On l'attend encore et c'est effectivement, on voit aujourd'hui qu'il faut quand même remettre à plat une bonne partie de ce système fiscal parce qu'il y a maintenant ce retour de la régressivité fiscale au sommet et donc sentiment d'injustice fiscale, mais aussi parce qu'il y a une difficulté à lire ce système fiscal dans son ensemble. Et une bonne partie de la population ne voit pas, par exemple, le fait qu'il paye la CSG. Quand vous demandez, et donc c'est encore une fois, je cite le livre d'Alexis Spire, quand vous voyez, quand vous demandez quels impôts est-ce que vous payez, voilà, la contribution sociale généralisée sur tous les revenus, une bonne partie des classes populaires ne voit pas que cette contribution est payée. Et donc c'est important aujourd'hui d'avoir un débat informé et qui révélerait également le fait que les classes populaires sont très fortes contributrices à l'impôt, contrairement à ce qui peut être entendu dans certains discours qui voudraient nous dire qu'en fait les classes populaires bénéficient beaucoup trop de la solidarité et ne contribuent pas du tout au financement de la solidarité. Alors justement, comment lutter contre les inégalités, comment changer cette politique fiscale, ce système fiscal français? Pour beaucoup, notamment de Gilets jaunes, cela passe par le rétablissement de l'impôt sur la fortune qui a été remplacé le 1er janvier dernier par l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. Ça représenterait un manque à gagner de 3 milliards d'euros par an pour l'État. Écoutons la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, défendre la suppression de l'ISF au micro de Jean-Jacques Bourdin. Ce qui a été allégé, c'est l'impôt qui n'est pas immobilier. C'était donc de l'argent qui doit aller dans les entreprises. Oui. Vous le savez très bien, quand on a des actions, c'est une manière de financer les entreprises. Et c'est cela qui a été allégé. Et donc, c'est cette logique-là dans laquelle nous étions. Nous allons voir si réellement cela a permis de faire ça. Ça n'a pas permis de faire ça, vous faites quoi? Nous en tirerons les conséquences. Vous rétablissez l'ISF? Non, cela n'a pas été dit par personne. Et je vous ferai observer qu'il y a d'autres mesures qui peuvent également être, d'autres mesures fiscales qui peuvent être prises, par exemple autour d'un certain nombre de niches fiscales, ou bien il y a des diverses mesures de nature fiscale qui peuvent avoir un effet de solidarité renforcée, de redistribution en quelque sorte autour de cette question financière, sans pour autant modifier le choix qui a été fait. Alors voilà, la suppression de l'ISF doit permettre de rendre le pays plus attrayant sur le plan fiscal pour les entrepreneurs et les investisseurs, nous dit le gouvernement. Aujourd'hui, on en attend les effets. Selon vous, Hélène Périvier, est-ce que le gouvernement pourrait être amené à rétablir l'ISF? On a le sentiment que c'est désormais une possibilité qui est en train d'émerger. Ah ça, je ne sais pas si on l'établir. Juste, ce qui est dit est en fait assez inexact. D'abord, c'est un impôt sur le patrimoine, l'ISF. Donc, économiquement, dire nous allons sortir les actifs mobiliers, c'est-à-dire l'idée on va garder les immobiliers qui sont perçus, c'est une rente, c'est mal. Donc voilà, ça on le laisse dans l'ISF. Par contre, tout ce qui est portefeuille d'actions qui finance les entreprises, on va le sortir. Donc, ce qui a été fait, c'est que donc ça n'est plus taxé comme l'imposition des biens immobiliers. Cette idée, c'est on va pouvoir financer les entreprises. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ces portefeuilles d'actions? Il n'y a pas des entreprises, il n'y a pas que des actions d'entreprises françaises. C'est pas ça. Il y a des entreprises dans le monde entier. Donc vous n'êtes pas du tout en train de financer d'entreprises françaises qui, par ailleurs, n'ont pas du tout de besoin de financement spécifique. Il n'y a pas de problème d'épargne en France, il n'y a pas de problème d'investissement des entreprises. Donc cet argument-là, économiquement, il n'est pas recevable. Ce qui a été fait ici, clairement, c'est une modification de la fiscalité des revenus du patrimoine qui aurait mérité, moi à mon sens peut-être, qu'on peut sortir une partie des revenus, mettre ce prélèvement forfaitaire unique qui implique que les revenus du capital sont imposés de façon forfaitaire à 30%, alors qu'auparavant ils étaient imposés au barème de l'impôt, donc beaucoup plus progressivement. Pourquoi pas faire ça? Mais dans ces cas-là, il faut faire une vraie réforme systémique de l'ensemble de l'imposition du capital, dans lequel on réfléchit à la taxe foncière, qui affecte plus particulièrement des classes qui sont peut-être un peu moins riches, qu'il faudrait remettre sur le tapis ce qu'on appelle les DMTO, c'est les droits de mutation à titre onéreux, ce que tout le monde paye quand on vend son appartement parce qu'on change de ville, qui pèse autant que les droits de succession. On ne met même pas les droits de succession sur la table. Donc si on veut une vraie réforme du capital, de l'imposition du capital qui soit un peu disruptive, qui change de cap, qui soit à la fois plus redistributive et potentiellement plus efficace. Alors c'est l'ensemble de ces dispositifs qu'il faut avoir. Et ce qui a été fait est très déséquilibré, parce que ce qui a été fait, c'est ce qui est fait depuis des années, c'est-à-dire qu'on regarde un petit bout de choses et on atteint la capacité redistributive du système. Lucas Chancel, il faut repenser plus globalement la taxation des hauts revenus. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'ai un point à rajouter quand même, c'est que ce débat sur la suppression de l'ISF a quand même été largement pollué par toute une série de mythes qui correspondent pas franchement aux faits. Mythe numéro 1, fuite des riches.
Quand on regarde les données de l'administration fiscale, en net, on voit qu'il y a 500 foyers imposables qui partent, qui pourraient être par an, qui pourraient être assujettis à l'ISF pour un manque à gagner de 170 millions d'euros. Donc en fait, on est en train de faire un cadeau de 3,5 milliards pour 170 millions d'euros en moins dans les caisses du fisc. Alors après, il y a aussi ce mythe finalement sur lequel tout ça repose, c'est que cette idée que il faut qu'il y ait un fort taux de croissance en haut de la pyramide sociale pour finalement qu'il y ait cet investissement dans l'économie et puis que le reste de l'économie se porte bien. Mais là encore, quand on fait des comparaisons internationales, on voit pas franchement de validation de ce mythe du ruissellement. Et finalement, ce qu'on a, c'est quand même on a un gouvernement qui fait toute sa campagne et son programme sur l'idée qu'on va évaluer les politiques publiques, mais là on met en place une mesure qui, comme il vient d'être dit, en fait n'a pas du tout été évaluée avant d'être mise en œuvre, et on ne voit pas trop sur quoi elle repose scientifiquement et sur des faits concrets. Mais donc il est normal qu'on ne voit pas encore les effets. Non, mais par contre on peut anticiper ces effets-là et on peut regarder autour de nous avec des éléments factuels, sauf qu'il n'y a pas du tout eu ça dans le débat. Par contre, ce qu'on arrive à mesurer aujourd'hui, c'est que cette mesure accroît largement les inégalités, avec des impacts sur l'emploi, sur l'investissement, qui sont aujourd'hui immesurables et probablement assez faibles. Hélène Périvier. Oui, je voudrais juste rajouter quelque chose sur l'ISF. C'était quelque chose de très intéressant dans l'émission Téléphone sonne de France Inter. Je suis désolée de la semaine dernière sur qu'est-ce que les riches. Il y a un PDG d'une petite entreprise qui a appelé pour dire tout à fait exact que l'ISF avait sauvé son entreprise, puisque dans l'ISF, il y avait des clauses d'exclusion d'imposition lorsqu'on investissait dans des PME françaises. Et lui, il expliquait que du coup, ça avait permis, ça alimente un fonds qui permettait de financer des entreprises. Donc lui, il expliquait en fait que finalement, ça l'avait bien aidé. Donc ça n'existe plus. Donc l'idée que on va accroître le financement de l'économie française en passant de l'ISF à l'IFI est en fait absurde. C'est absurde. Ne fonctionne pas. Alors il y a aussi cette question des écarts de salaire qui se pose. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, appelle aujourd'hui les entreprises à augmenter les salaires, estimant, je cite, que tout le monde doit faire sa part face, je cite encore, à l'urgence sociale absolue dont témoigne la crise des Gilets jaunes. Alors est-ce qu'il faudrait réduire les écarts de salaire au sein des entreprises ? Il y a toute une réflexion peut-être à lancer sur le juste écart entre le plus petit revenu et le revenu le plus élevé au sein d'une entreprise, Hélène Périvier. Oui, alors ça c'est encore une autre question, parce que les salaires, c'est pour des gens qui travaillent dans des entreprises, négocier les salaires, qu'est-ce qui est juste, quel est l'écart entre le mieux rémunéré et le moins bon rémunéré, ce qu'on voit dans les enquêtes, en tout cas la perception qu'en ont les gens, je pense aux travaux de Michel Forcé et Maxime Parodi qui ont bien montré ça, c'est qu'il y a un niveau quand même au-delà duquel les gens trouvent qu'on commence à être trop payé. C'est environ 5 à 6 000 euros par mois. Ça ne veut pas dire qu'ils disent qu'au-delà il faut tout taxer, ça veut juste dire qu'au-delà, il y a une perception que les gens c'est pas forcément très juste. Alors c'est pas forcément là-dessus qu'il faut se caler, mais il y a quelque chose à faire au niveau des inégalités salariales. Mais je voudrais quand même bien dire que ce dont on parle là, c'est des inégalités de revenus ou de niveau de vie dont les salaires ne sont qu'une partie, en fait, de cette question-là. Bien sûr. Alors sur cette question des salaires, Lucas Chancel, on sait que notamment la question de la transparence des salaires, elle a été discutée au moment de l'examen de la loi Pacte, par exemple. Il y a une question de transparence, il y a une question de qu'est-ce que le gouvernement peut faire ou ne pas faire. C'est facile de demander aux entreprises d'augmenter les salaires. Là, on est juste dans la demande. Par contre, le gouvernement peut mettre en place des normes, des lois qui augmentent les salaires. Par exemple concret, rehausser le SMIC au 1er janvier prochain. Au-delà de l'augmentation automatique de 1,8%, je crois, au 1er janvier 2019, il peut y avoir un coup de pouce au SMIC. Première proposition. Deuxième proposition. Finalement, pour que ces choix de hausse des salaires soient faits davantage en faveur du travail, parce que c'est bien ça dont il s'agit aujourd'hui, et moins en faveur du capital, il y a d'autres modèles de gouvernance de l'entreprise, par exemple chez nos voisins allemands, par exemple dans certains pays scandinaves, où il y a une plus forte représentation des salariés dans les conseils d'administration des entreprises. Le gouvernement peut légiférer là-dessus. Par contre, demander aux entreprises de réduire les écarts salariaux, c'est bien, c'est important de le faire, de le dire, mais quand on est au gouvernement, ça suffit pas d'avoir ce message-là. Vous parlez de la revalorisation du SMIC, Lucas Chancel, ça a été une demande très très importante des Gilets jaunes. Mardi, Édouard Philippe a annoncé une hausse de 3% du revenu minimum en janvier, mais selon les décodeurs du Monde, si on prend en compte en effet la disparition des cotisations salariales vers la CSG et l'augmentation de la prime d'activité, le SMIC ne serait augmenté en réalité que de 1,8%, mais tout de même cette augmentation du SMIC, Hélène Périvier, elle pourrait permettre de corriger en partie les inégalités. Encore une fois, je pense que ça corrige en partie les inégalités pour des gens qui travaillent, pour les gens qui travaillent à temps plein. Mais aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont au chômage, donc 9% de chômage, donc on est quand même sur un niveau qui est relativement important. Vous avez des gens qui sont à temps partiel, qui ont des contrats courts, donc c'est aussi il faut penser aussi à toutes ces personnes-là. Donc quand on regarde cette question des salaires, je reviens à mon idée de revenu primaire, il faut que des gens puissent avoir vraiment accès à ça. Donc je pense que
c'est vraiment sur cet aspect-là qu'il faut mettre l'accent pour pouvoir corriger les inégalités de façon un peu plus pérenne. Parce qu'il y a quand même des débats autour de la question de l'augmentation du SMIC entre économistes. Il y a un certain nombre d'économistes qui estiment que cette augmentation risque d'avoir des effets négatifs sur l'emploi, de nuire à la compétitivité des entreprises. C'est l'idée que les entreprises auront du mal à recruter si elles doivent augmenter le SMIC et donc augmenter les autres salaires de l'entreprise d'autant, Lucas Chancel. Oui, il y a tout un débat sur le SMIC, mais il y a aussi des expériences assez nettes qui montrent que des légères hausses du SMIC pour les bas salaires n'ont pas d'impact significatif sur l'emploi. Mais tout ça, je pense qu'il faut effectivement en débattre de manière sérieuse, chiffrée, argumentée, mais porte fermée, ce qui est le cas aujourd'hui sur la question de la hausse du SMIC. Il me semble que c'est pas forcément la meilleure manière d'avancer. On a entendu beaucoup d'allers-retours de la part du gouvernement sur cette question de la hausse du SMIC. Aujourd'hui, elle est donc acceptée sans faire l'objet d'un débat démocratique. Est-ce que ça n'est pas ça aussi justement qui pose problème aux Gilets jaunes, cette impression que les choses sont décidées sans eux par un groupe d'experts à l'abri des regards, Hélène Périvier? Je pense que ce qui pose problème, c'est qu'une partie de la population ne voit pas très bien où on veut aller en fait. Le message n'est pas très clair. Par ailleurs, revenir sur les décisions qu'on avait prises ne va pas permettre de clarifier ce message-là. Donc moi, je trouve qu'on est dans une situation de grand flou qui n'est pas propice au débat démocratique et qui du coup fait émerger des revendications qui ne sont pas forcément légitimes. Et là, c'est extrêmement problématique. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini. C'était Until the Poorest People Have Money to Spend de The West Coast Pop Art Experimental Band. Nous sommes avec Hélène Périvier et Lucas Chancel et nous parlons de la lutte contre les inégalités à la veille de la 4e manifestation des Gilets jaunes. Alors, cette semaine, 2 grands patrons, Denis Duverne du groupe AXA et Serge Weinberg de Sanofi, ont lancé un appel aux Français aisés pour qu'ils lèguent 10% de leur revenu annuel. Alors, la philanthropie, on le sait, c'est une tradition aux États-Unis, beaucoup plus qu'en France. Est-ce qu'il faudrait développer davantage le don dans l'Hexagone, Hélène Périvier? Mais alors... Moi, ça me rend très mal à l'aise, en fait, cette question-là, parce que j'aurais envie de dire non, parce que ça dépend. S'il s'agit d'appeler au don, il ne s'agit pas de faire un don. Quand on prélève l'impôt pour financer des services publics, on fait pas un don, on participe au financement de la nation, à un bien commun. Et là, l'idée d'un don, c'est-à-dire qu'on aurait ce côté-là, les personnes qui peuvent se le permettre, du coup, donnent une partie de leur fortune déjà très importante pour financer quoi, par ailleurs, il faudrait voir. Est-ce que ceci est fléché, ce qui voudrait dire, ce qui est le cas aux États-Unis, que les personnes choisissent les causes, les politiques culturelles qui leur semblent celles qu'ils souhaitent financer. Dans la proposition de Denis Duverne et Serge Weinberg, ils n'étaient pas censés choisir vers où ils passaient cet argent. Ce point-là aux États-Unis est extrêmement gênant, parce que on a plutôt envie que la politique culturelle elle soit décidée par des gens qu'on a choisis et que ce soit pas les goûts de certains qui, à mon avis, n'est pas du tout conforme avec la vision collective et démocratique qu'on peut avoir. Lucas Chancel, cette philanthropie, peut-être qu'elle court le risque de troubler un petit peu le message et le fonctionnement de notre système de redistribution en France. Non, mais la philanthropie, c'est quand même un excellent moyen pour les plus
plus aisés parmi les plus aisés, de finalement financer la société que eux voudraient voir émerger ou se structurer ou se développer, souvent de manière défiscalisée. Les dons sont souvent aussi des méthodes pour ne pas payer d'impôts. Et finalement, les envies, les aspirations politiques ou les choix de société du reste de la population qui n'aura pas contribué à ce don-là sont pas pris en compte. Donc l'impôt, c'est quand même quoi? C'est quand même ça. C'est l'ensemble des citoyens qui décident, par le biais de la démocratie, qui a tous ses problèmes, mais qui décident de comment va être utilisée ces contributions. Par ailleurs, au-delà de cette question de la philanthropie et des dons, les plus aisés sont déjà massivement bénéficiaires de ces défiscalisations et des dons. On a vu, ouvrage récent de Julia Cagé, qui montre que les dons aux partis politiques et les défiscalisations qui sont permises par ces dons sont largement captées par les plus aisés. Donc en fait, il y a déjà une partie de dons qui sont captés par, et les défiscalisations qui vont avec, qui sont captés par un fragment de la population. Alors on a vu quelles sont les mesures fiscales qui pourraient permettre peut-être de réduire les inégalités, mais est-ce que finalement il faut passer par la fiscalité? Est-ce que c'est le meilleur moyen pour réduire les inégalités? Est-ce que on ne risque pas finalement, Hélène Périvier, de réduire les inégalités à un aspect purement économique? L'économiste Gaël Giraud par exemple appelle à réduire ce qu'il appelle les inégalités de position, c'est-à-dire les inégalités de revenus, mais aussi de genre, de patrimoine, d'éducation, de génération. Oui, alors c'est ce que je disais au début de mon propos, c'était vraiment l'idée que les inégalités c'est multidimensionnel. Donc ça c'est un premier point. S'agissant des inégalités économiques, on ne pourra pas se passer de la fiscalité. Donc c'est évident qu'il nous faut une fiscalité redistributive. On a parlé tout à l'heure de l'imposition du capital, mais il y a beaucoup à faire en matière d'imposition sur le revenu. Cette grande réforme fiscale que nous attendons depuis très longtemps, dont de nombreux économistes, même si on n'est pas toujours d'accord sur la forme qu'elle doit prendre, savent qu'elle est très importante. La fusion entre la CSG et l'IR, de redonner de la lisibilité, ce système, comme ça a été dit tout à l'heure, est extrêmement complexe. Les gens ne peuvent pas s'y retrouver, ils ne peuvent pas comprendre pourquoi tout d'un coup ils payent plus que leurs voisins qui gagnent autant qu'eux. Mais alors justement, comment le simplifier ce système? Donc il y a un énorme chantier qui aurait déjà dû être engagé. Donc il y a déjà la fusion entre la CSG et l'IR, il y a la question des cautions, on n'en parle pas beaucoup, c'est très technique, mais le quotient familial qui a été déjà bien raboté puisqu'il a été plafonné. Mais il y a aussi la question du quotient conjugal, c'est-à-dire le fait que quand on est marié pacsé et qu'on a des écarts de revenus importants, on bénéficie d'un avantage fiscal qui peut aller jusqu'à 30 000 € par an pour des gens très très aisés, certes, mais je veux dire, politiquement nous n'avons pas plafonné cet avantage-là. Donc remettre à plat tout ça, c'est la redistribution, c'est ça, c'est pas seulement regarder un petit morceau de la fiscalité. Donc il y a la fiscalité des revenus qui devrait être mise à plat et la fiscalité du patrimoine dont on a parlé tout à l'heure. Ça c'est un premier point. Maintenant, s'agissant d'autres dimensions dans les inégalités qui sont importantes, il y a la question par exemple territoriale que vous avez soulevée. Si on regarde par exemple la scolarisation des enfants à 2 ans, c'est extrêmement inégalitaire sur le territoire. L'accès à un mode de garde socialisé type crèche, c'est extrêmement inégalitaire sur le territoire. Donc dès le début, on ne donne pas la même chance à tous les enfants sur le territoire. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut plaquer le même modèle partout. Quand on habite en Savoie, on peut pas avoir exactement la même chose que quand on habite en région parisienne. La densité de population change, mais néanmoins, on pourra avoir un effort en matière de services publics qui soit un petit peu plus en adéquation avec la façon dont les gens vivent sur les territoires. Il y a en effet différentes inégalités, les inégalités d'accès à l'emploi, au logement, à la mobilité sociale, et elles n'évoluent pas toutes de la même façon. L'enquête PISA sur les performances des lycéens note par exemple une hausse des inégalités à l'école en France. Il y a aussi une hausse de la proportion d'emplois précaires. Alors quand on dit les inégalités augmentent, finalement, Lucas Chancel, on parle de choses extrêmement différentes et parfois on a peut-être tendance à se concentrer sur les inégalités économiques en oubliant toutes ces autres inégalités. Je suis pas sûr qu'on oublie toutes les autres formes d'inégalités, les inégalités territoriales, les inégalités environnementales dont il est important aussi d'en parler, les inégalités hommes-femmes, les inégalités éducatives, mais tout ça est quand même connecté à la question des revenus et des patrimoines. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a que les inégalités de revenus et patrimoine, mais c'est une condition nécessaire. Il faut contenir, résorber ces inégalités, c'est une condition nécessaire pour résorber les autres formes d'inégalités. Aujourd'hui, la France, si on regarde les enquêtes PISA, est l'un des plus mauvais élèves en matière de reproduction des inégalités à l'école. Donc si on regarde le revenu des parents, c'est l'un des facteurs qui contribue le plus à expliquer les écarts de notes entre étudiants en sciences. On est l'un des plus mauvais élèves dans l'OCDE. Et donc là, on voit bien à quel point ces inégalités de revenus, ces inégalités économiques sont très connectées aux autres inégalités de position, aux inégalités éducatives, aux inégalités de genre, etc. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a que les inégalités de revenus et de patrimoine, mais c'est une condition nécessaire à traiter pour traiter également ces autres formes d'inégalités. Hélène Périvier. Oui, 2 petites choses que je voulais ajouter sur la question des inégalités dans l'accès au logement, qui sont quand même aussi très liées avec les inégalités sur le marché du travail, parce que très souvent, vous n'arrivez pas à louer un appartement parce que vous n'êtes pas en CDI. Donc il y a un système qui exclut de fait des personnes qui peuvent d'ailleurs gagner leur vie correctement, mais se retrouver dans une situation où ils ont beaucoup de mal à trouver un logement. Donc là, il y a des choses à faire. Sur la question de la façon dont le système fiscal et social peut lutter contre les inégalités, il y a aussi quelque chose qui a beaucoup accru le sentiment de baisse de niveau de vie, c'est la modification des configurations familiales, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de foyers monoparentaux. C'est-à-dire le nombre de ruptures de couple a beaucoup augmenté, et ça, c'est une marque d'émancipation des individus, enfin, par rapport aux normes de la famille, etc. Donc c'est un fait qu'on doit prendre en compte. Mais de fait, quand vous vous séparez de votre conjoint, vous avez une perte de niveau de vie. Pour les deux d'ailleurs, pas seulement pour la femme
femme qui le plus souvent va avoir la garde des enfants, mais aussi pour le conjoint qui va avoir des frais qui sont supplémentaires. Il y a des pertes d'économie d'échelle, donc les gens perdent en niveau de vie. Ça, notre système, il n'est pas très adapté pour prendre ça en compte. Par exemple, si vous pensez aux jeunes couples qui ont un enfant et qui se séparent, ils n'ont pas le droit aux allocations familiales parce qu'ils n'ont qu'un enfant. Ils se retrouvent dans une situation de perte de niveau de vie assez brutale. Et ceux-là, ils peuvent avoir le sentiment que on les a pas tellement pris en compte dans la façon dont on conçoit notre état social. Et puis il y a peut-être un écart entre cette perception de l'accroissement des inégalités et l'inégalité dans les faits qui est plus stable que l'opinion publique veut bien le penser. C'est ce que dit François Bourguignon, professeur émérite à l'école d'économie de Paris. Peut-être que la perception des inégalités est différente de celles qui sont couvertes par les indicateurs habituels, finalement, Lucas Chancel. Alors bon, déjà, il faut, ce qu'on a dit en début d'émission, il faut distinguer, là, juste sur le thème purement économique, inégalité de revenus, inégalité de patrimoine. On a vu que les inégalités de revenus primaires augmentent, les inégalités de revenus après redistribution sont plutôt stables en France, mais les revenus contraints, les dépenses contraintes, augmentent et elles atteignent des proportions considérables pour les ménages les plus pauvres. Et donc ça, c'est une évolution que les gens peuvent voir concrètement, mois après mois. Ils sont à 2 euros, 3 euros pour terminer leur fin de mois. Puis par ailleurs, il y a quand même une très forte augmentation des inégalités de patrimoine en France, avec des taux de croissance très forts en haut de la pyramide et beaucoup moins forts pour la classe moyenne ou les classes populaires. Donc il y a quand même une réalité, même si cette évolution, elle est moins forte, elle est moins rapide que chez nos voisins, chez les Américains, chez les Anglo-Saxons par exemple. Mais les gens se comparent pas forcément à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique ou de l'autre côté de la Manche. Ils se comparent à leur situation personnelle il y a 5 ans, il y a 10 ans, à ce que leurs parents vivaient. Et là, les situations en bas de l'échelle sociale en France ne vont pas dans la bonne direction. Alors on arrive presque au terme de cette émission. Un dernier mot peut-être de conclusion sur la façon dont notre système social et fiscal doit être aujourd'hui repensé afin de permettre de réduire davantage les inégalités dont on a parlé depuis le début de cette émission. Hélène Périvier. Oui, moi je crois que je conclurai là-dessus, c'est que il faut vraiment savoir exactement où on va. Donc, en matière d'impôt sur le revenu, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup à faire en termes de simplification, mais aussi de choix. Je reviens sur la question des cautions. On ne pourra pas garder des dispositifs qui datent des années 50 et créer des nouveaux droits progressifs. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut qu'on se mette d'accord. Qu'est-ce qu'on veut garder? Qu'est-ce qu'on veut financer? Comment est-ce qu'on veut accroître la capacité redistributive de notre système fiscal? Donc, il faut avoir une vision systémique des réformes et ne pas avoir ces visions qui donnent du coup ce sentiment très clientéliste qu'on va juste favoriser cette partie de la population qui n'est peut-être pas l'intention première, mais c'est ça qui est perçu ensuite par les gens. Lucas Chancel, pour conclure, on manque peut-être encore de cette vision systémique des réformes dont parlait Hélène Périvier. Non, il y a des propositions sur la table, elles n'ont pas été saisies par le gouvernement. Je pense qu'à cette vision-là, tout ce qui a été dit, il faut aussi ajouter aujourd'hui tout cet important chantier, notamment de lutte contre l'évasion fiscale. On est quand même une situation paradoxale, on a fait une mondialisation commerciale sans penser absolument pas à la question de l'harmonisation fiscale et des transferts d'informations fiscales pour que enfin il n'y ait plus de fuite des bases fiscales à la fois à l'intérieur de l'Europe ou à l'extérieur de l'Europe. Mais les paradis fiscaux ne sont pas que aux Bermudes, ils sont aussi chez nos voisins directs. Et donc ça, c'est tout un chantier qu'il faut revoir en même temps que cette réforme fiscale à l'intérieur de la France. Il faut le voir avec nos voisins européens. Il y a une tentative avec les Allemands qui a échoué, mais il y a d'autres possibilités sur la table qui permettraient à la France d'avancer dans cette lutte contre l'évasion fiscale sans nécessairement attendre pour commencer l'accord des 27 États membres de l'Union européenne. Merci beaucoup à tous les deux, Lucas Chancel, Hélène Périvier, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Lucas Chancel, je rappelle votre livre « Insoutenables inégalités pour une justice sociale et environnementale » paru aux éditions Les Petits Matins. Il est 14h45 sur France Culture, c'est l'heure de retrouver la bibliothèque idéale de l'Écho. C'est sur la scène du théâtre européen que le livre de la semaine nous emmène. Quand l'Europe improvise, 10 ans de crise politique. Voilà le titre de cet ouvrage publié en octobre dernier chez Gallimard. Son auteur est un philosophe et historien néerlandais, Luc van Middelaar. Il a rédigé pendant 5 ans les discours d'Herman Van Rompuy, qui était alors président du Conseil européen. Et c'est Laurence Boone qui va nous en parler. Bonjour. Bonjour Tiffany. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chef économiste à l'OCDE et ancienne conseillère économique du président François Hollande. Alors la grande thèse de Luc van Middelaar, qui s'impose semble-t-il comme l'un des grands intellectuels européens, c'est que les crises que l'Europe a traversées, crise de la dette, crise migratoire, crise avec la Russie après l'annexion de la Crimée ou encore Brexit, toutes ces crises l'ont transformée. De bureaucratique ou technocratique, l'Europe est redevenue politique. Il écrit ce livre dans une période qui est extrêmement intéressante puisqu'on passe de toute la construction économique de l'Europe, notamment avec beaucoup de règles et d'institutions et sur des sujets vraiment très très économiques et financiers, à une période qui va devenir beaucoup plus politique. Puisqu'on a, comme vous le disiez, le Brexit, puisqu'on a dû prendre des mesures pendant la crise financière qui ont été un petit peu, pas en dehors des traités, mais en tous les cas où la volonté politique a dû être un peu supérieure à ce qui était écrit dans les règles. Et puis on passe d'une époque de l'Europe heureuse où on est dans la construction à
à quelque chose de beaucoup plus difficile, où d'abord on quitte un peu les sujets économiques, et quand on parle de transfert de souveraineté, mais c'est quand on s'adresse aux réfugiés ou quand on est en train de discuter tout ce qui est digital, et c'est toute une nouvelle problématique. C'est ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Selon Luc Van Middelaar, les crises ne font pas que révéler les faiblesses des institutions, elles peuvent aussi être le moteur d'une construction qui se réalise, dit-il, pleinement dans l'improvisation. Alors prenons par exemple l'exemple de la crise grecque en 2010. Luc Van Middelaar souligne à la fois l'importance de l'action de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel et la créativité des institutions qui inventent alors des mécanismes de stabilité et de surveillance. C'est dans l'improvisation que l'Europe se consolide, Laurence Boone. C'est à la fois des hommes et des femmes et des institutions qui ont permis de sortir de ces différentes crises. Oui, parce que vous avez tout à fait raison. Pendant toute la crise d'abord financière de 2008 et puis qui s'est transformée ensuite effectivement en une crise plus spécifique à l'Europe, il y a une créativité extraordinaire pour arriver à consolider la zone euro et qui décrit très bien. Et me rappelait une phrase d'un économiste ou politologue anglais qui dit toujours que les anglo-saxons ont sous-estimé la volonté politique de faire l'Europe, des Européens, mais les Européens ont sous-estimé le coût économique. Et je pense que la façon dont il décrit la crise et la créativité des chefs d'État est vraiment celle-ci. La crise grecque, c'est une surprise pour tout le monde. On n'avait aucune idée de l'ampleur des déficits. On pouvait penser que ce n'était pas tout à fait ce qui était sur le papier, mais pas dans cette œuvre-là. Et il décrit ça aussi très bien. La profondeur des liens entre les systèmes bancaires et financiers des pays européens qui fait que la crise de la dette grecque n'est en fait pas qu'une crise de la Grèce, mais de toute la zone euro potentiellement. Et à ce moment-là, on voit les hommes rentrer en scène et faire preuve d'une créativité incroyable, que ce soit les chefs d'État, effectivement Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, mais aussi après la Banque Centrale Européenne qui va vraiment consolider avec les phrases qu'on connaît. Quelle forme justement, Laurence Boone, cette créativité a-t-elle prise, que ce soit du côté des responsables politiques ou du côté des institutions ? Il n'y avait pas de mécanisme au moment où on rentre en crise en 2010, il n'y avait pas de mécanisme ni d'institution en Europe pour faire face à un mouvement d'une telle ampleur. Juste pour mettre 2 chiffres en perspective qu'il évoque d'ailleurs dans le traitement, on avait un mécanisme au cas où il y aurait une crise dans un pays qui ne faisait pas partie de la zone euro, et dans ce cas-là, on avait un pot de 60 milliards pour adresser cette crise. Or, quand on regarde ce qui se passe pendant la crise de la dette souveraine en zone euro, au moment de 2010, en 2011 dont il part et qui va se prolonger jusqu'en 2012, on est en train de parler de montants qui sont 10 fois supérieurs à ça. Et là, on va avoir une volonté politique très forte. Les 2 leaders français et allemands et les autres suivront. Et ensuite, une ingénierie derrière pour arriver à faire un mécanisme où, en gros, s'il y a besoin, il y aura ces montants 10 fois supérieurs, mais on n'a pas besoin de mettre l'argent tout de suite sur la table. Donc, eux ont été très, très créatifs. Et ensuite, je pense que la Banque Centrale Européenne, quand elle a la force d'une institution qui, finalement, est une des rares, si ce n'est la seule dans la zone euro, à penser à la zone euro dans son ensemble et jamais à être une somme d'intérêt particulier, puisque les chefs d'État représentent quand même encore leur pays avant la zone euro, qui, elle, va effectivement déployer des trésors d'ingénierie pour soutenir les banques, puis pour soutenir les États, puis en fait pour faire peur au marché et finalement mettre le holà à la contagion de la crise. Et justement, Laurence Boone, en quoi la crise financière de 2008, puis la crise de la dette ensuite, ont transformé en profondeur la Banque Centrale Européenne ? Son rôle a très largement évolué en Europe. Alors, d'une certaine façon, c'est un peu un reflet de ce qui s'est passé avec les institutions européennes. C'est un exercice politique, je pense, très subtil quand on parle de la Banque Centrale Européenne, puisqu'il s'agit à la fois de respecter un texte, ensuite de maintenir leur indépendance, et en même temps, c'est l'institution qui peut agir le plus rapidement en mettant de l'argent sous la table. Et la grande différence entre une crise de la dette en Europe et une crise de la dette en dehors de la zone euro, c'est qu'en dehors de la zone euro, n'importe quelle banque centrale peut décider de racheter toutes les dettes, et en fait, c'est un prêteur et un acheteur en dernier ressort quand il y a une crise, qui sauve un souverain. En zone euro, c'est pas ça. C'est comme si chaque pays de la zone euro n'était plus évidemment pas complètement maître de sa monnaie et n'a pas d'acheteur en dernier ressort. Et le génie des personnes qui ont dirigé la Banque Centrale Européenne, c'est de s'accommoder de ça pour arriver en fait à dire au marché, mais en fait, s'il y a un acheteur en dernier ressort, c'est moi, et si vous essayez de m'attaquer, je serai en face. Et ça, c'est quelque chose, c'était la fameuse phrase je ferai whatever it takes, je sais en français, tout ce qu'il faut, et croyez-moi, ça sera suffisant, qui à la fin convainc. Mais si je peux juste rajouter une chose, je crois que ce qui est très important, et l'équilibre qu'on voit bien dans le livre aussi, c'est un équilibre dans lequel une institution indépendante qui n'est pas politique ne peut pas agir sans des chefs d'État qui sont politiques. Et ce qui domine en fait toute la trame du livre, je trouve, et qui les retrace très bien, c'est la volonté politique qui fait avancer et tient un bout de bras cette construction européenne. Alors on trouve aussi dans le livre de Luc Van Middelaar cette tension entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité, déjà décrit par Max Weber dans Le savant et le politique. Comment s'incarne, Laurence Boone, selon vous, cette tension dans la politique économique de l'Europe ? Je pense que le mot qui la caractérise le mieux, c'est ce qu'on appelle l'aléa moral, et qui a toujours été un point de dissension entre l'Europe du Nord, entre guillemets, et les pays d'Europe du Sud,
Je pense que le mieux, c'est de prendre l'exemple de la Grèce. Il était clair que ne pas sauver la Grèce en 2010, c'était prendre le risque d'une contagion qui allait du Portugal à l'Espagne, à l'Italie et finalement à l'Europe entière, parce qu'on est tous intimement liés. Maintenant, sauver quelqu'un qui n'a pas été honnête sur ses comptes, qui n'a pas respecté les traités européens, ses engagements budgétaires, c'est ça la morale. Est-ce qu'on n'est pas en train de dire aux autres, faites ce que vous voulez, parce que de toute façon, on sera là pour vous sauver. Donc il y a eu cette tension très énorme en se disant, mais en fait, on ne devrait pas les sauver parce qu'ils ont triché, entre guillemets, et oui, mais on a un devoir moral sur les autres. Et ça se manifeste à chaque fois, et aujourd'hui, comme au moment de la crise grecque. Alors aujourd'hui, autre crise qui se profile, le bras de fer entre Bruxelles et Rome continue. La Commission européenne a ouvert une procédure de déficit excessif contre l'Italie. Matteo Salvini, le chef de la Ligue, quant à lui, a appelé les Italiens à manifester demain, tandis que le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, a annoncé une version révisée du budget. Des tensions qui interviennent dans un contexte global de défiance de Rome vis-à-vis de Bruxelles. Alors quel regard portez-vous sur cette nouvelle crise, Laurence Boone? Comment l'Europe peut-elle en sortir, sinon renforcée, au moins indemne? Alors d'abord, être dans une procédure de déficit excessif, c'est pas dramatique. La France l'a été pendant longtemps. C'est d'abord un cadre de dialogue entre les autorités nationales et les représentants des autorités européennes. Quand vous dites Bruxelles, et ce qui me frappe, c'est ça montre toujours qu'on considère que c'est un espèce de corps étranger à nous, alors qu'en fait, on fait partie, les règles européennes, la procédure budgétaire fait partie du quotidien d'un ministre des Finances, ou qu'il soit dans la zone euro. En fait, d'une certaine façon, en mai 2017, quand Emmanuel Macron est élu président de la République, il a réussi à faire campagne sur l'Europe et les clivages qui existaient au sein des partis, je pense, se manifestent aujourd'hui de façon beaucoup plus claire. On a une partie de l'Europe qui est pro-européenne et une partie de l'Europe qui se méfie ou qui a une certaine défiance envers l'Europe. C'est vrai au Royaume-Uni, c'est vrai en Italie, en Espagne, chez nous, c'est un peu vrai partout. Quand on dit Bruxelles, la vérité, c'est que les personnes qui traitent ça, ce sont les ministres des Finances de la zone euro. Donc c'est le ministre des Finances italien, avec son gouvernement derrière, bien sûr, qui rentre dans un processus de négociation et de discussion avec les autres ministres des Finances de la zone euro. Donc c'est à la fois politique et technique, et je pense que c'est à l'ensemble des pays de la zone euro d'arriver à maintenir ce dialogue et à trouver le bon équilibre entre le respect des règles, et c'est vraiment l'objet du livre, et la politique qui est derrière. Laurence Boone, est-ce que l'Europe sort vraiment renforcée de ces 10 années de crise, comme Luc Van Middelaar semble le sous-entendre, ou est-ce que selon vous, on se dirige vers une nouvelle crise, à quelques mois des élections européennes, qui peut être politique, qui peut aussi être économique? Alors sur le plan de la solidité de la zone euro, je pense que si on reste sur un plan très technique, oui, l'Europe s'est renforcée. Il y a énormément de choses qui ont été faites pendant ces 8-9 années de crise financière, enfin de la dette de la zone euro. Après, aller expliquer l'union bancaire à quelqu'un, c'est quand même assez peu évident. Donc je pense qu'en revanche, d'un point de vue politique, il reste énormément de choses à faire. Et l'Europe, c'est toujours un équilibre fragile entre la technique et le politique. Et je pense que sur le politique, les tensions qu'on voit au niveau européen reflètent les tensions nationales, et qu'on est effectivement dans un moment très compliqué, dans lequel le débat européen va être très vif. Et c'est toujours plus facile d'être contre et de critiquer ce qui s'est passé que d'être pour et d'expliquer à chaque personne ce que l'Europe lui a apporté. Et alors, qu'est-ce qui peut permettre aujourd'hui, selon vous, une relance de la construction européenne, alors que la défiance envers Bruxelles n'a jamais semblé aussi grande? Alors, c'est à nouveau le mot que vous venez de faire, la défiance envers Bruxelles, mais c'est Bruxelles, c'est les chefs d'État européens, et c'est quelque chose qui ressort très bien de ce livre. Les décisionnaires sont les chefs d'État européens. Donc quand on dit l'Europe a fait ci, l'Europe a fait ça, non, ce sont les chefs d'État ensemble qui ont décidé de faire ci ou de faire ça. Je pense que l'agenda, il se déplace du pur zone euro à quelque chose d'économiquement beaucoup plus large, avec le problème du digital, qui pour le coup est nouveau. Donc c'est quelque chose sur lequel les dirigeants européens, notamment Emmanuel Macron, peuvent vraiment faire campagne. On va faire quoi avec ce monde digital, la façon dont ça change de travail, la concurrence des superstars, entreprises américaines, etc. À l'heure où la taxe GAFA est en discussion et à peine à voir le jour. Absolument, pour des intérêts économiques qui ne sont pas toujours parfaitement alignés, mais je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose. Et puis il y a aussi un déplacement d'agenda économique, comme vous le disiez, vers un agenda politique, où en fait le vrai sujet européen, je pense qu'il est double. Il est celui des frontières et de la façon dont on gère les réfugiés et les migrants, parce que c'est une question qui va durer longtemps dans le temps, surtout avec toutes les tensions géopolitiques que vous connaissez. Une Chine qui a un modèle qui n'est pas un modèle capitaliste, social, comme on peut l'avoir évidemment, et des valeurs sociales très fortes en Europe, et en même temps des valeurs de marché. Donc le défi, et je pense que la campagne devrait être là-dessus, c'est comment est-ce qu'on fait grandir ce modèle et qu'on en fait une puissance qui est aussi forte que les États-Unis et la Chine, de façon à ne pas subir leurs propres tensions. Merci beaucoup Laurence Boone de nous avoir fait découvrir ou redécouvrir l'ouvrage de Luc Van Middelaar, Quand l'Europe improvise. Merci beaucoup d'être passé dans nos studios.
Entendez-vous l'écho, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi à 14h pour une nouvelle série consacrée au mirage de la dette. En attendant, vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast et nous rendre visite sur Twitter, #Entendez-vous l'écho. Excellent week-end et à lundi.